des terres Wolastoqiyik aujourd'hui, au nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick, tout près d'un boisier qui sent particulièrement bon à cette période de l'année, surtout quand il fait pas trop froid comme ce matin, grâce aux feuillus qui ont perdu toutes leurs belles feuilles puis qui commencent maintenant leur processus de décomposition. C'est une senteur vraiment spéciale, j'adore. Aliments pour tous NB travaille, comme vous le savez, sur les territoires traditionnels des nations Wolastoqiyik, Mi'kmaq et Passamaquoddy. Donc, pour parler plus en profondeur des territoires sur lesquels on vit et de leur riche histoire, de la culture Wabanaki et de leur relation avec le climat et la nourriture, les aliments sauvages et la récolte éthique, on a invité aujourd'hui avec nous Cecilia Brooks. Cecilia est membre de la nation Wolastoqiyik à Sédantisk à Fredericton et vient d'une famille de descendance autochtone mixte. Elle est connue dans les communautés des Premières Nations du Nouveau-Brunswick pour ses connaissances des plantes médicinales et comestibles. Née en Corée, le pays d'origine de sa mère, sa famille a vécu en Europe, en Asie et en Amérique du Nord pour rester proche de son père qui était soldat de carrière dans l'armée américaine. Cecilia a obtenu son diplôme d'études secondaires en Allemagne avant d'entrer à l'université aux États-Unis où elle a obtenu un baccalauréat et sciences en chimie. À la fin de ses études universitaires, Cecilia a dirigé un département d'extraction organique pour un laboratoire environnemental avant de gérer des laboratoires municipaux d'eau et d'eau usée. Cecilia est revenue sur le territoire Wabanaki avec ses 2 fils pour renouer avec leurs racines en 2006. À son retour au Nouveau-Brunswick, Cecilia a occupé le poste de directrice scientifique du Conseil de conservation de la Nation Malécite, où elle a commencé à travailler avec les aînés et les utilisateurs du territoire pour élaborer des lignes directrices sur la façon de documenter respectueusement le savoir autochtone. Un guide d'études du savoir autochtone a été élaboré grâce à une collaboration intensive avec des aînés et des détenteurs de savoir des 2 communautés Abinakis pendant plusieurs années. Cecilia a réalisé de nombreuses études sur le savoir autochtone en tant que directrice de la recherche et du savoir autochtone de Mi'kmaq de Boudlahan jusqu'au début de 2019. Cecilia pratique le Duaktumuk ou Two-Eyed Seeing, étant utilisatrice de terre, détentrice des connaissances et fervente cueilleuse d'aliments et de plantes médicinales. Cecilia applique ses connaissances des méthodes d'extraction biologique à sa connaissance des plantes pour créer des extraits de plantes qui sont utilisés pour infuser dans une gamme complète de produits, de soins corporels, incorporant des extraits de plantes provenant du terroir. Donc, c'est une bonne idée de Community Food Action, si quelqu'un veut penser à ça, là. Elle applique ses compétences entrepreneuriales à son entreprise familiale de produits forestiers non ligneux, Soul Flower Herbals, où ils travaillent ensemble pour récolter, extraire et produire des produits de bien-être à base des plantes en utilisant les extraits des forêts Wabanaki. Soul Flower Herbals est présent au marché des fermiers de Boyce de Fredericton depuis plus de 15 ans, pour ceux qui connaissent. Cecilia applique le meilleur de sa connaissance des plantes pour fabriquer des produits durables, efficaces et qui relient l'utilisateur à la terre qui l'entoure. Les notions de local et de durable sont des considérations essentielles lorsque Cecilia formule chacun de ses produits. Elle est également copropriétaire de Wabanaki Tree Spirit Tours and Events, dont vous avez peut-être entendu parler déjà, où elle s'associe à son fils naturaliste, Anthony. Ensemble, ils travaillent en tandem pour guider les gens lors des promenades médicinales dans la forêt ancienne locale, en équilibrant la science et les enseignements tirés de la culture et de l'histoire abénakis. Ces enseignements visent à créer des liens entre les gens et le paysage Wabanaki. Wabanaki Tree Spirit Tours a été créé pour sensibiliser le public à l'écosystème de leur terre natale. Leur ambition est de partager la culture et l'histoire abénakis afin de jeter des ponts entre la société canadienne dominante et les communautés autochtones. Leur mission, c'est de contribuer au processus de réconciliation en cours au Canada et de créer un monde plus harmonieux. Cecilia Brooks est la grand-mère de l'eau de l'Institut de l'Institut canadien des rivières à l'Université du Nouveau-Brunswick depuis 2010. Elle enseigne actuellement les perspectives autochtones au département de la foresterie et de la gestion de l'environnement et les visions du monde abénakis au Centre Wolastoqiyik des Mi'kmaq à l'UNB, Université du Nouveau-Brunswick.
Elle est également institutrice d'Indigenous Foodways à la Hayes Teaching Farm au Nouveau-Brunswick dans le cadre du programme de certification en agriculture régénérative. La nourriture a toujours été la passion de Cecilia, car elle est la porte d'entrée pour relier les gens. Donc, sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Cecilia Brooks, qu'on a l'honneur d'inviter aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue au territoire non cédé du peuple Wabanaki, ici dans l'est de l'île de la Tortue. Suivante, s'il vous plaît. Donc, ça s'appelle la porte de l'Est. Les gens d'ici sont Wabanaki, ça veut dire les gens de l'aube. C'est parce que nous sommes ici dans l'Est. Je vais présenter ces diapos assez rapidement, car je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps et je veux quand même vous présenter tout cela. Cette partie-là va porter sur l'histoire et ensuite, dans la deuxième partie, nous allons parler de la culture et certaines traditions alimentaires du peuple Wabanaki. Donc, songeons à l'histoire. Avant l'arrivée des Européens, les peuples autochtones et sur toute l'île de la Tortue exerçaient, pratiquaient leurs croyances spirituelles, leurs lois, leurs coutumes et leurs traditions. Et nous concluions aussi des traités et des alliances avec d'autres peuples autochtones. J'aime beaucoup ce dessin qui représente tout le concept de l'île de la Tortue, qui était habité par des millions de peuples autochtones. Je crois que l'estimé le plus récent, je sais que c'est un estimé assez approximatif, mais c'était entre 50 et 100 millions de personnes qui habitaient ici. Ce n'était pas une terre non occupée, c'était très, très occupé. Christophe Colomb est arrivé en 1492. On lui demandait de chercher le passage et par accident, il est tombé dans les Bahamas. Les années 1530, on a demandé à Jacques Cartier de faire la même chose, mais lui, il s'est trouvé le chemin vers la baie des Chaleurs, où il a rencontré les Mi'kmaq. Et quand il est arrivé, les Mi'kmaq se sont approchés des bateaux, des navires avec des fourrures. Ils étaient prêts à faire du commerce. Pourquoi? Parce que les Français et les Italiens et les Espagnols n'étaient pas les premiers à arriver ici. C'était des gens du Nord qui étaient venus avant. Cela a été le début d'une relation avec les Wabanaki d'ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu de dures épreuves que Jacques Cartier et son équipage ont dû vivre. Plusieurs d'entre eux sont tombés malades. Et en décembre, plusieurs étaient déjà agonisants du scorbut. Et finalement, c'était la médecine traditionnelle qui a réussi à guérir le scorbut. C'était des extractions des conifères. Ici, vous voyez l'article scientifique qui parle des différents arbres, des différents conifères qui ont peut-être été utilisés pour traiter cette maladie suivante. Et les peuples autochtones ont aussi montré aux colons, aux Français, à faire des plantations
en compagnonnage. Donc, les trois sœurs, vous avez donc le maïs qui est debout, les haricots qui tournaient autour en vigne et ensuite les courges qui couvraient le sol. Suivante. Et donc, il y a eu la Révolution américaine, les Anglais ont commencé à migrer vers le Canada et cela a donné lieu à une guerre entre les Français et les Anglais. Oui, les Français, les Mi'kmaq et les Wolastoqiyik étaient des alliés. Mais la vérité est que les Français et les Anglais luttaient pour conquérir des terres qui ne leur appartenaient pas. Regardez la Terre-Neuve. On voit ce qui est arrivé. C'était un génocide total du peuple Beothuk. J'en parlais récemment avec Albert Marshall. Il a dit que Beothuk en Mi'kmaq veut dire les personnes qui vivent à l'intérieur des terres ou en hauteur. Ici, on voit Shaunaditit, qui était le dernier Beothuk, la dernière, pardon, Beothuk. Elle est morte en 1872 de la tuberculose. Donc, il y avait des batailles pendant cette période. Jean-Paul Mascarene était le gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Il a demandé au gouvernement de Massachusetts d'émettre une proclamation pour prendre des chevelures contre les Mi'kmaq et les Malécites. Et donc, du coup, on est passé d'alliés à adversaires dans cette guerre. Ici, on voit donc la proclamation qui demandait, qui offrait une prime pour chaque cuir chevelu. Ça a commencé avec les hommes et ensuite on a inclus des femmes et des enfants. Next slide. Here you see I stole that picture from CBC. J'ai piqué cette photo du CBC. On voit l'enlèvement d'une statue. C'était le gouverneur Edward Cornwallis. Je sais que plusieurs personnes, dont des personnes non autochtones, allochtones, se demandaient pourquoi les peuples autochtones ne voulaient pas faire honneur à cette personne. Il y a des raisons, parce que la vraie histoire est que cette personne était celle qui a élargi cette pratique de prendre des cuirs chevelus, de tuer les gens et prendre leurs cuirs chevelus à toute la population autochtone. Beaucoup de gens ont perdu la vie dans ces batailles, mais les pires pertes ont été celles causées par les maladies européennes, par exemple grippe, tuberculose, syphilis, variole. Ces épidémies tuaient tout un village ou la moitié d'un village. Pire encore, on inoculait les couvertures avec ces microbes et on leur donnait en cadeau à des peuples autochtones.
pour les tuer. Et donc, on voit la disparition de millions et de millions de personnes sur une période de quelques centaines d'années suivantes. Dans les premières années, l'assimilation était le but des gouvernements européens par le biais de du christianisme, de la chrétienté. Donc, on a ouvert les pensionnats indiens. Donc, je pense que la plupart du monde est au courant de cela après la découverte des fosses communes. Vous voyez les photos ici de la même. C'est deux photos du même enfant. Vous voyez donc la transformation suivante. Based on the British Gradual Civilization Act, as if we weren't civilized. And the legislation. On privait les peuples autochtones du droit de vote aussi. On disait que les hommes autochtones ou les hommes indiens âgés de 21 ou plus qui pouvaient parler, lire ou écrire l'anglais ou le français avaient le droit de vote. Mais à ce moment-là, ils perdaient leur statut d'Indien. L'un des premiers pensionnats indiens était à Sussex, au Nouveau-Brunswick. C'était Sussex Bay. Et je crois que je pense que ça s'appelait le Sussex Industrial School for Boys et on leur montrait de l'industrie. Et j'ai appris quelque chose très récemment, il y a quelques semaines, quand je parlais avec quelqu'un sur les visites médicinales dans le parc. Et quelqu'un a dit que saviez-vous que Jonathan Odell a été impliqué dans l'école, dans le pensionnat à Sussex? J'ai dit non, je ne savais pas du tout. Nous rendons honneur à plusieurs de ces vieils hommes européens aujourd'hui. Tellement d'honneur qu'on leur prodigue et on ne songe pas à ce qu'ils ont fait au peuple autochtone ici. Odell était sur le conseil d'administration du pensionnat indien. La prochaine diapo. Alors, en 1876, la loi sur les Indiens a été promulguée. Et là, le gouvernement fédéral a créé des lois qui s'appliqueraient au peuple autochtone. Et cela définissait qui était indien et autres droits juridiques. L'une des choses qui nous perturbe énormément, c'est qu'en vertu de la loi sur les Indiens, si une personne autochtone n'a pas un testament, a ainsi toute leur propriété est accordée, est léguée au ministre des Affaires indiens. Et là, c'est eux qui décident comment distribuer la propriété. Prochaine diapo. Alors, c'est une citation du rapport du ministère des Affaires indiennes en 1883. Ça déclare qu'ils ont l'intention de séparer les enfants de leurs parents, des gens qui les protègent. Et par l'entremise de ce processus-là, de les enlever des gens qui les protègent, qu'ils pourraient en quelque sorte reformer ces enfants pour devenir de bons citoyens, soi-disant, des gens qui contribuent à la société. C'est comme si on ne contribuait pas à la société. Prochaine diapo, c'est l'exécution publique de Louis Riel, où les enfants ont été apportés amenés pour observer cela, pour leur montrer, finalement. Voilà, c'est ça qui va vous arriver si vous résistez. Prochaine diapo. Alors, l'abus et dans les pensionnats indiens, cela a continué. Et même s'il y avait plusieurs plaintes, on n'a pas fait grand-chose à cet égard. Prochaine diapo. Alors, les pensionnats autochtones indiens fournissaient une éducation pour les enfants autochtones. Mais là, les personnes blanches se sont mises à se plaindre.
puisque comme les enfants sortaient de ces écoles-là, ils ont vu que la concurrence pour les emplois que voulaient les personnes blanches. Alors, on appliquait beaucoup de pression politique et finalement, ils l'ont changé afin que les écoles industrielles soient axées sur l'agriculture et les traditions ouvrières et que les garçons autochtones deviennent des personnes qui travaillent, des ouvriers dans les fermes et que les filles autochtones deviennent des ménagères. Et comme nous le savons, des milliers sont morts de l'abus direct et certains ont été battus à mort finalement. C'est d'autres éléments de malnutrition, d'autres sont morts de maladies. Plusieurs sont décédés en vertu de maladies. Plusieurs sont revenus en collectivité avec la tuberculose et là, les infections dans les collectivités. Ma grand-mère était une, elle est morte de tuberculose qui était ramenée par les enfants. Elle était plutôt jeune. Prochaine diapo. Si on doit ériger une statue pour quelqu'un, moi je dirais Dr. Peter Bryce serait un bon candidat. Il aurait dû avoir une statue. En fait, il a souligné l'épidémie de tuberculose qui faisait rage dans les écoles et il a demandé avec ferveur au gouvernement de mettre fin à tout cela. Son rapport a été complètement ignoré. Mais on aurait dû lui écouter. Il était médecin, après tout. Prochaine diapo. Alors, Duncan Campbell Scott, c'était une citation. C'était le surintendant des Indiens. Et il était voué à trouver une solution finale au problème indien. Fin de citation. Prochaine diapo. C'était des moments de désespoir, les enfants séparés de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur famille. Et c'était une véritable lutte. Et comme je viens de dire, plusieurs sont morts, parfois de tristesse. En vertu de tristesse, il y en a certains qui se sont suicidés. Prochaine diapo. Alors, plusieurs ont cherché à s'échapper, mais on les a retournés. La GRC les a retournés. Ils les attrapaient s'ils étaient vivants. Et je ne sais pas si vous avez vu The Secret Path par Gord Downie. Et c'était un dessin animé d'un jeune garçon qui a réussi à s'échapper, mais il n'a pas survécu. Et ce n'est qu'un seul récit parmi des milliers. Alors, il y avait plusieurs fausses conceptions. Je pense que cela continue aujourd'hui. Que les enfants autochtones arriveraient au pensionnat indien, en quelque sorte, qu'ils n'avaient aucune éducation. Parce qu'ils ne savaient pas lire ou écrire en anglais ou en français. Alors, mais la vérité, c'est qu'ils avaient reçu une bonne éducation de la part de leurs parents et des membres de leur famille. Cela leur permettait de survivre dans leur propre société autochtone. Alors, les enfants apprenaient des membres de la collectivité, ils apprenaient leurs traditions, leurs cérémonies, et également, et les apprentissages étaient pour développer leur capacité physique, mentale, émotive et spirituelle. Aujourd'hui, je sais que nous avons un système d'éducation qui nous enseigne, peut-être les deux, qui nous enseigne comment former notre esprit pour le travail ou nos mains pour le travail, mais ça n'a rien à voir sur le plan affectif ou spirituel. Je sais que cela a quelque chose à faire avec le fait de ne pas avoir d'intégrer la religion dans les écoles.
mais nous ne sommes qu'une partie, on manque une partie essentielle de l'humanité si on n'enseigne pas et on ne développe pas les autres côtés de l'être humain. Dans une éducation autochtone, il y avait énormément de respect pour l'intégrité et le caractère sanctifié de l'enfant. L'enseignement par regardant, en l'écoutant un apprentissage, en apprenant l'enfant sur raconter des histoires. Nous avons plusieurs récits qui offrent des leçons à tirer, comment réglementer des comportements qui pourraient leur être nuisibles. Alors, ils ne venaient pas au pensionnat sans éducation. Ils étaient éduqués. Ce qu'on voit maintenant, ce sont des enfants brisés, des parents brisés en raison des survivants des pensionnats sont revenus des pensionnats n'ayant pas eu aucune de ces compétences-là. Ils ont été enlevés de leurs parents. Ainsi, ces enfants-là ont grandi. Finalement, on leur a enseigné comment être des parents brisés. Ils ne savaient pas comment être parents. Prochaine diapo. Dans les années 60, et cela continue aujourd'hui, à nos jours. Il y a le rafle des années 60, où ils rentraient dans les collectivités et volaient les enfants. Et c'était l'adoption dans des familles blanches parce qu'ils pensaient que, bon, les parents n'étaient pas bien équipés pour élever les enfants. Je dis que ça continue aujourd'hui parce que nous avons plus de personnes sous les services de garde qui ont jamais quelquefois été dans les écoles, dans les pensionnats, en regardant au service pour la famille, les enfants. Dans nos collectivités, du moins ce que moi j'ai vu, ils sont dominés par la société blanche. Nous n'avons pas nos propres gens qui gèrent, qui administrent ces services-là. Ça continue alors. Et le dernier pensionnat a fermé en 96. C'était le pensionnat Gordon à Saskatchewan. Où étiez-vous en 96? Lorsque le mouvement pour les droits civiques a commencé aux années 1960, il y a eu des amendements à la loi sur les Indiens qui ont enlevé des interdictions qui nous empêchaient de pratiquer nos cérémonies traditionnelles. Nous n'étions pas permis de danser, de chanter nos chansons ou avoir une cérémonie quelconque. Alors, pendant les années 60 jusqu'aux années 70, plusieurs aînés autochtones se sont mis à voyager vers l'ouest pour ramener nos cérémonies. Lorsque les Européens sont arrivés ici, et l'oppression s'est mise à commencer, c'était une des plusieurs choses qui nous ont été enlevées. C'était notre capacité de faire les cérémonies. C'est une belle image de Maggie Paul. Elle était impliquée dans tout cela. Il y a plusieurs aînés dans nos collectivités qui ont été impliqués pour ramener nos cérémonies. Alors, il y a eu des excuses. Et en 1982, la loi sur la Constitution a été modifiée pour reconnaître et affirmer les droits des peuples autochtones, Inuits et Métis du Canada. Je vais vous parler un peu de cela quand même. Plusieurs Canadiens ne comprennent pas que nos droits sont entérinés dans la Constitution de 1982. Ils sont affirmés et réaffirmés par la Cour suprême du Canada. Nos droits sont entérinés dans la loi sur la Constitution, section 35, et ces droits en vertu des traités, ils sont protégés par la Constitution, puisque le Canada comprend que ce sont les ententes qui ont été conclues. Mais par contre, nous continuons de voir le fait qu'on ne respecte pas les traités. Et on entend plusieurs reconnaissances territoriales, on voit les gens parler de ce genre de choses, plus que d'habitude.
mais cela continue comme si nous avons un premier ministre hostile qui refuse de voir qu'il brime sa propre constitution. Je voulais juste vous souligner cela. Plusieurs personnes vont alors contre leur propre constitution. Prochaine diapo. Alors, dans la suite des pensionnats indiens, les enfants sont rentrés chez eux, mais plusieurs n'ont pas réussi à rentrer chez eux. C'est plutôt bizarre. Il n'y a pas d'école à ce moment-ci qui a un cimetière, à moins que ce soit une école d'un cimetière, peut-être d'une église. Peut-être l'église a un cimetière. C'est très bizarre pourquoi il faudrait avoir un cimetière à une école. Et là, on doit aborder les traumatismes intergénérationnels, ces sentiments irrésolus qui donnent lieu à ces traumatismes émotionnels peuvent donner lieu à des comportements destructeurs. Alors, dans nos collectivités, nous avons l'abus des dépendances, des gens des comportements où on se nuit à soi-même, troubles du stress post-traumatique, plusieurs enjeux liés à la santé mentale. Et il s'agit, en tant que membre de la collectivité, on aborde ceci de façon quotidienne. Nous vivons avec des gens qui ont vécu ces traumatismes et personne ne devrait probablement recevoir, en quelque sorte, une formation pour les traumatismes que l'on vit du fait que les autres personnes ont eu des traumatismes. Alors, les survivants de ce traumatisme intergénérationnel, vous pouvez lire la définition à l'écran. Moi, je vous dirais que c'est pas mal tout le monde qui vit dans la collectivité, même à l'extérieur de la collectivité. Ce n'est pas du fait qu'on habite sur la réserve qu'on n'a pas vécu les traumatismes intergénérationnels. Et ainsi, ces dysfonctionnalités dans nos collectivités perdurent et se répètent. Nous travaillons très fort dans nos collectivités pour s'en sortir de cette situation. Next slide. Suivante. Donc, après la fin des pensionnats indiens, une transition a été effectuée vers les écoles de jour. Les enfants étaient obligés d'y aller. Et d'apprendre la lecture, l'écriture et tout ce que les églises voulaient qu'ils apprennent. En haut à gauche, vous voyez mon grand-père. Maintenant, aujourd'hui, à Grassy Narrows, nous avons des niveaux élevés de mercure dans l'eau qui ont empoisonné les poissons et les gens ont des problèmes de santé à cause de cette contamination par des métaux lourds. Ça, c'est une photo de Wayne Nicholas. C'est lui qui a le premier découvert les cartes qui indiquaient que la Première Nation, la réserve de Tobique, comprenait toute la superficie de Perth Andover. Tobique a gagné sa réclamation territoriale et ce qui a donné lieu à un référendum. Et on a voté sur soit accepter la terre ou l'argent. Et c'était assez triste. Je ne me souviendrai jamais parce qu'il est décédé le soir du vote. Ils ont voté d'accepter l'argent. Suivante. Depuis 5 ans, en 2017, le bureau du Dr. Carter à Miramichi a affiché cela, que les
patients autochtones ne devraient pas demander des médicaments pour la douleur. Parce que si vous vivez de la douleur, pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas avoir ces médicaments analgésiques? C'est un autre exemple du racisme anti-autochtone. Donc, encore, pensez à cela. Pensez au fonctionnement du système médical. Une personne autochtone qui arrive aux urgences, étant donné notre statut, étant donné qui est visible sur notre carte de santé, tout le monde va savoir tout de suite que nous sommes autochtones et on ne reçoit pas le même traitement. J'en ai de l'expérience moi-même à ce sujet. C'est vraiment une honte, mais c'est comme ça. J'ai eu une dissection aortique. Je ne sais pas si vous connaissez cette procédure, mais ils refusaient de me donner un analgésique avant de recevoir le rapport toxicologique. Je leur ai dit, je ne suis pas toxicomane. Ils refusaient de me donner quoi que ce soit et c'était une douleur absolument forte jusqu'à ce qu'ils reçoivent le rapport toxicologique. Ce n'est qu'une expérience parmi beaucoup d'autres. Vous pouvez poser la même question aux membres de notre communauté. Chacun a une histoire de quelque chose qui est arrivé. Et ça se poursuit. Suivante. Donc, vous voyez ici très clairement que les taux de suicide sont très élevés dans les communautés autochtones. C'est le taux le plus élevé au Canada et dans le monde. Elsipogtog, en 2007, on a décidé de financer une ligne téléphonique pour les conseils anti-suicide. Après plusieurs tentatives de suicide et quelques années plus tard, le gouvernement fédéral a retiré le financement car les taux de suicide n'étaient plus aussi élevés. Suivante. Le 28 mai 2021 était un réveil pour tout le Canada. Car les survivantes des pensionnats indiens en parlaient depuis tellement longtemps. Ils disaient depuis longtemps qu'ils avaient eu vent d'enfants qui étaient enterrés non seulement en cimetière, mais aussi ailleurs sur les terrains des écoles. Et c'est là qu'on a trouvé les premières enterrements, les premières tombes anonymes. Et c'est là où le Canada a commencé à écouter peut-être, pardonnez-moi si je suis un peu pessimiste, mais on espère qu'il y aura du changement parce que pour l'instant, on a trouvé plus de 10 000 tombes anonymes. Et nous avons eu donc la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Ce n'était pas la première fois que l'on a essayé de corriger ce tort. Il y avait eu la Commission royale sur les peuples autochtones qui a conclu ces procédures en 1996. Cette commission avait fait un examen approfondi des événements des écoles résidentielles et rien n'a été fait. Tout cela avait déjà été documenté en 1996, mais il n'y avait pas de preuves physiques à l'époque. On n'avait jamais trouvé le corps, les cadavres. Dans le rapport final de la Commission Vérité et Réconciliation, on trouve ceci à la première page du résumé.
du sommaire exécutif. Les Canadiens n'aiment pas tellement ça que l'on parle du génocide, mais le génocide physique est le meurtre de masse de membres d'un groupe ciblé et le génocide biologique et la destruction de la capacité reproductrice du groupe. Le génocide culturel est la destruction des structures et des pratiques qui permettent au groupe de maintenir son identité. Les États qui s'adonnent au génocide culturel tentent de détruire les institutions politiques et sociales du groupe ciblé. La terre est saisie et les populations sont transférées de force. Leur mouvement est restreint. Les langues sont bannies, les leaders spirituels sont persécutés, les pratiques spirituelles interdites et les objets de valeur spirituelle sont saisis et détruits. Et plus important, les familles sont perturbées et pour prévenir la transmission des valeurs culturelles et l'identité culturelle d'une génération à l'autre. Dans ces agissements avec le peuple autochtone, le Canada a fait tout cela. Et la transmission des valeurs culturelles, c'est ça qui nous a vraiment affecté le plus fort, parce que tellement d'Autochtones aujourd'hui ne savent pas quelles sont leurs valeurs culturelles. Ils ont été impliqués, aspirés dans la vie du consommateur, celle qui afflige tout le monde. J'espère que l'on pourra récupérer cet aspect-là. Ça, c'est la fin de la première partie. Maintenant, il y aura une pause de 10 minutes, n'est-ce pas? C'est exact. Merci beaucoup pour cette première partie de la séance. Nous serons de retour dans 10 minutes. Lorsque vous êtes prête, Cécilia, je suis prête. Je vais commencer avec la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je veux parler un peu des connaissances autochtones. C'est quoi? Ce sont quoi les connaissances autochtones? Plusieurs personnes posent cette question. Alors, j'ai une définition ici. C'est une définition, ce sont des connaissances vivantes en pleine évolution qui est testée et vérifiée. Alors, ce test est en vertu des techniques qui nous ont été communiquées par nos ancêtres, nos aînés et nos gardiens de savoir. On apprend via nos récits, nos chansons, nos danses, des visions, des rêves et notre relation les uns avec les autres et notamment nos terres. Alors, je veux également vous parler qu'il y a des concepts fondamentaux dans la culture Wabanaki et l'une que vous avez sans doute entendue, peut-être par l'entremise d'entendre nos prières lorsque vous assistez à un événement ou une prière d'ouverture. En Mi'kmaq, on dit Msit Nogama. Msit Nogama veut dire toutes mes relations. Alors, lorsqu'on parle de toutes mes relations, c'est pas juste nos grands-parents, c'est pas juste nos cousins. On parle de toutes les choses vivantes, toutes les plantes, toutes les roches, l'eau, les endroits, et que nous comprenons qu'ils ont une identité, une personnalité et un esprit. Alors, on comprend que tant qu'on a notre territoire, que nous avons accès aux connaissances autochtones, c'est le territoire qui nous enseigne. Il faut qu'on écoute. Et avec nos soins réciproques, ce sont les instructions originales. Nous les apportons tous, ces instructions originelles. Si on prend soin de notre mère, la terre, elle va prendre soin de nous. Prochaine diapo. Alors, pour vous parler un peu
de la profondeur de nos connaissances autochtones. En 1753, le scorbut, il y avait beaucoup de scorbut parce qu'il y avait beaucoup de colonisation qui se passait. Et la marine anglaise était bien connue de voyager partout dans le monde et de coloniser les peuples autochtones. Et alors, la prévention du scorbut a été, entre guillemets, découvert par un chirurgien écossais de la marine royale. Il a publié un travail que les marins britanniques pouvaient manger des oranges et des citrons pour prévenir le scorbut. Un peu de 200 ans auparavant, Jacques Cartier, vous vous rappelez de la présentation précédente, plusieurs étaient malades. Et dans son journal, je pense qu'il se semble le 4 décembre, le 10 décembre, le vaisseau était pris de la glace dans la baie. Plusieurs de ses membres de son équipage étaient morts du scorbut. Et l'un de ses marins clés était très malade aussi. Et il a dit, Jacques Cartier, je quitte, je vais me rendre au village, peut-être que les Autochtones peuvent m'aider. Et Jacques Cartier a rédigé dans son journal qu'il pensait que ce serait sans doute la dernière fois qu'il allait voir cet homme-là vivant. Et une semaine plus tard, il était sur le pont du vaisseau et il voyait quelqu'un qui marchait vers le vaisseau. Je dis, ça doit être lui, mais c'est impossible. Il devrait être mort. Tous les autres qui ont attrapé cette maladie-là sont morts. Alors, lorsque le membre d'équipage est revenu sur le vaisseau, alors tu as appris quoi? Évidemment, vous êtes en santé. Il dit oui, les Autochtones m'ont donné une tisane et après le troisième jour, je me suis mis à me sentir mieux. J'ai pu manger de nouveau et maintenant je suis complètement récupéré. C'était 200 ans avant James Lind et son travail. Les peuples autochtones, sans laboratoire, sans sciences modernes, ont pu traiter le scorbut. Certaines de nos connaissances autochtones remontent nos récits de création. L'un des récits de création, c'est la création du Wolostoq. Et il y a un anthropologue, un Américain, qui vivait ici, temps partiel, documentait beaucoup la culture et les coutumes des peuples Wabanaki. Et il parlait un type ici, qu'on voit dans la photo, et il lui a demandé, vous vous appelez les Wolastoqiyik, vous dites que vous êtes personne de la belle rivière pleine avec beaucoup de richesses. Pouvez-vous m'en parler davantage? C'est Gabe Paul. Gabe Paul dit, oh, oui, bien sûr. Nous avons un récit de création sur la rivière Wolostoq. Nos ancêtres nous ont donné ce récit-là. Alors, vous pouvez lire, en fait, vous pouvez lire son récit en ligne. Il suffit de googler, faire une recherche Google de Gabe Paul, mais voici une version raccourcie. C'est sa liste de récits, comme plusieurs histoires. Il y a bien longtemps, il n'y avait pas d'eau ici. Alors, les gens envoyaient des messagers vers le nord, le sud, est, ouest. Pas des messagers, des coureurs pour trouver de l'eau. Et le coureur qui est parti vers le nord, j'ai dit, j'ai trouvé de l'eau, mais il y a un grand une grenouille qui retient toute l'eau du monde. Elle ne va pas renoncer à cette eau. Il nous faut de l'aide. Alors, les leaders ont dit, on va appeler Glooskap. Alors, ils ont fait appel à Glooskap. Et Glooskap est venu et dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Je vais parler à ce monstre grenouille. La grenouille s'appelle la Glaben. Et la grenouille est partie parler avec la grenouille. Non, je vais garder l'eau. J'en ai besoin. Je suis une grande grenouille.
Et Gluskabe dit, ah, j'ai pas le temps pour tout ceci. Il devait renoncer à l'eau, il a regardé tout autour de lui, trouvé le plus grand arbre qu'il pouvait identifier. Il a poussé, et l'arbre est tombé, frappé la grenouille dans la tête. Et la grenouille a libéré l'eau. Et ainsi est créée la rivière Wollastock. La première fois que j'ai raconté cette histoire, je parlais au directeur des sciences à l'Institut canadien des rivières. Lorsque j'ai terminé de raconter cette histoire, le directeur à l'époque, je vous envoie un travail que je pense que vous allez trouver fort intéressant. Vous pouvez passer à la prochaine diapo. Alors, il m'a envoyé ce travail-ci. C'est les impacts glaciaires tardifs sur la dispersion et la colonisation du Canada Atlantique et du Maine par les poissons des eaux fraîches. Alors, c'est un biologiste des poissons et il cherche à déterminer d'où arrivaient les poissons. Il avait une hypothèse. Il pensait qu'ils devaient venir du sud. Et il avait besoin d'identifier l'endroit où il devait y avoir une bande de débris qui aura retenu les eaux. Un barrage de débris, ce qui a été créé par les glaciers qui partaient. Alors, dans ce travail-là, il l'a retrouvé. C'était la même place où la grenouille était assise. C'est là où se trouve Grand Falls, Grand Sault, au Nouveau-Brunswick. Alors, il continuait un peu avec la science, il lisait les isotopes stables dans la nature. Il a démontré que ce barrage de débris s'était mis à faire défaillance il y a 18 000 ans. Ça a pris environ 7 000 ans jusqu'à ce que le barrage soit complètement fendu. C'est comme ça que le Wollastock a été créé. C'est comme ça que les poissons d'eau fraîche sont rentrés dans la région. Nous n'avons que 67 espèces de poissons d'eau fraîche, alors que dans le sud, il y a au-delà de 200 espèces de poissons. Prochaine diapo. Alors, lorsqu'on parle de l'importance des relations dans notre culture, on parle de à quel point il est important de maintenir notre relation avec notre mère, la Terre. Il y a plusieurs années, je travaillais pour Mi'kmaq Wildabutugan. J'avais des relations avec les aînés dans la collectivité et je leur ai demandé notre relation en matière de traité, c'était quoi la compréhension? Et ils m'ont dit que leur compréhension des relations en matière de traité, en vertu des traités, était décrite comme une relation de parenté. Le mot c'est Anku Gagku Mwel et en malécite c'est Lagutu Waganol. Ça veut dire tous les deux la même chose. Ça ajoutait à nos relations de parenté afin de collectivement prendre soin de notre mère, la terre. Si on parle une langue seconde, vous savez à quel point ça peut être difficile de parfois traduire un concept ou même un mot. Alors, souvent, dans une autre langue, on retrouve un mot qui lui ressemble. Alors, traité est devenu le mot. Mais vraiment, la relation en vertu des traités a été perdue dans la traduction, disons. Et si les colons avaient bien compris cela, je pense que cela aurait été un résultat fort différent. Un autre élément que nous discutons, comme l'un de nos principes fondamentaux, c'est Nedugolunk. Éviter la disette en ne prenant que ce dont on a besoin. La traduction est souvent durabilité, mais ça signifie bien plus que ça. Ça décrit qu'il ne faut pas plus que ce dont on a besoin pour éviter la disette. Alors, j'ai parlé de comment on avait transmis nos connaissances et partagé nos valeurs via nos chansons et nos danses.
lorsqu'on va à un powwow, ceux qui ont eu l'occasion d'y participer, dans la société de l'Ouest, la danse est plutôt un rite pour trouver un partenaire sexuel. C'est comme ça qu'on trouve un partenaire sexuel. On danse. Et souvent, nos danses et nos chansons sont plutôt, en fait, des prières. Ce sont des prières pour nos collectivités, une prière pour nos relations, toutes nos relations végétales et animales. Alors, nous avons une chanson dans la tradition Mi'kmaq, il y a une chanson d'honneur, Wejiscaliadiak, Get Midenej, Wadabek Suldig. Nous sommes le fruit de ce territoire et nous devons respecter nos racines ancestrales. Parce que on a été donné la responsabilité des intendants de ces terres. C'est notre Créateur qui nous donne cette responsabilité et que nous devons combler cet engagement-là. Voilà les instructions originelles. Alors, récemment, c'était l'année dernière, il y avait une réclamation de titre Wolastoqey. C'était dans les nouvelles. Je sais que notre Premier ministre Hostile Higgs, a dit sur les nouvelles, faites attention, ceux d'entre vous qui ont des terres privées, les Wostagal réclamaient les terres privées aussi. Et j'adore le fait que le deuxième chef à la droite, Trisha Bernard, elle a clairement contredit cela dans les nouvelles. Non, nous ne cherchons pas les terres privées. Nous savons bien ce que c'est des déplacés. Alors, c'est un élément important. Et elle a également souligné qu'avec la réclamation de titres, quelqu'un a demandé pourquoi ne faites-vous pas une réclamation territoriale? Parce qu'avec une réclamation de titres, quelqu'un peut parler pour les arbres. Et ça m'a rappelé du Lorax, n'est-ce pas? La prochaine diapo. Alors, on regarde voici la grande loi de la paix. Si on regarde l'histoire de la Confédération Wabanaki, avant cela, les Wolastoqey et les Passamaquoddy et les Mi'kmaq faisaient partie de la Confédération Iroquois. Cela s'est passé parce que les Iroquois, à plusieurs reprises, ont cherché à prendre le contrôle de nos territoires. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'était mieux qu'on devienne alliés plutôt qu'être nos ennemis. Alors, il y avait un feu de conseil à Ganawagi. Je pense que cela s'est passé pendant quelques années où nos délégués se rendaient à ces réunions-là et éventuellement, ils ont terminé cette relation-là et ils ont formé la Confédération Wabanaki. Prochaine diapo. Ben, alors passons à la prochaine présentation alors. Regardons bien. Réclamation. Celui-là sur la souveraineté alimentaire. So we have all this Alors, background now on the history. Voilà, on a tout le contexte, la mise en contexte sur l'histoire, la culture. Et Now I want to talk about the là, je vais vous parler de l'importance de la souveraineté alimentaire autochtone how that can et comment cela help our peut climate movement. aider à notre mouvement climatique. Également, des aliments qui poussent autour de nous. Talk about Et je veux également discuter de la cueillette éthique, ce que ça signifie. okay, next slide. Prochaine diapo. Alors, si nous regardons aux traditions ancestrales autochtones, c'est le cadre que les peuples autochtones auquel ils ont droit, en fait. Si on songe à Good food. avoir de la bonne nourriture complète, entière,
Et si l'on songe aux traditions alimentaires qui soulignent les relations complexes que les gens ont en ce qui a trait à la nourriture, alors on songe aux nourritures qui sont culturellement appropriées. Moi, j'aime bien le pain fricassé, mais nous n'avions pas du blé ici. Nous n'avions pas du sucre. Il y avait du sucre d'érable et le sucre blanc raffiné que nous utilisons actuellement dans presque tout. Encore pire, ils mettent du fructose glucose dans tout aussi, plutôt que même du sucre de canne pur. Prochaine diapo. Alors, lorsqu'on a eu le processus de colonisation, la perte de la souveraineté alimentaire était l'objectif du colonisateur. Lorsqu'on enlève la capacité des gens de se nourrir, on leur enlève la chose la plus importante pour eux. Ma mère me disait toujours la chose la plus importante que tu peux faire tous les jours, c'est manger. Comme enfant, je me rappelle, bon, on se lève tard, on n'a pas le temps, on doit se presser pour se rendre à l'autobus. Elle ne nous permettait pas de faire cela. Elle nous disait, vous allez être en retard de l'autobus, vous allez arrêter l'autobus, je vais prendre un taxi à l'école, mais vous n'allez pas quitter la maison jusqu'à ce que vous mangiez. Et je suis reconnaissante de cela maintenant. J'étais reconnaissante de cela à ce moment-là parce que j'étais en classe avec tellement de mes personnes en classe parce qu'ils avaient faim. Ils laissaient prendre le petit déjeuner. Elle m'a toujours dit cela. Manger, c'est la chose la plus importante que vous faites à tous les jours. Alors, il suffit de choisir des bons aliments et ayez une bonne relation avec la nourriture. Si vous regardez cette image là à l'écran, c'est une pile d'os de bison. Ils ont tué tous les bisons. Et ils utilisaient les os comme des fertilisants dans l'agriculture moderne, l'agriculture occidentale. Prochaine diapo. So when we look at the history of food in Canada, it is the history of colonization, because the first thing you do is take away people's food. And so Canada spent centuries destroying Indigenous food systems, and Indigenous food sovereignty was decimated by design. And the separation of the people from their historic food systems and the land, it wasn't a side effect of colonization, but a function of it. And I love this picture because this was our first group harvesting of wild rice, and it hadn't been done in over 100 years. And we've been trying to go every year. This year, the crop was decimated we had a really high wind right before Fiona came. And when I went out to scout it out, all the plants were laying in the mud, they were in the water, and there wasn't any viable rice to harvest. Pardon, toutes les plantes étaient couchées par terre, il n'y avait pas de... désolé, c'était mon erreur. Donc, ce que je disais, c'est que ces pratiques européennes étaient utilisées comme un marqueur de la civilisation. Et puis, et ces pratiques étaient utilisées pour justifier l'empiètement sur nos terres, pour qu'ils pouvaient occuper la terre physiquement par le pâturage, les clôtures, les barrages et tout ça. Et ça se poursuit. Et donc, comme plusieurs d'entre vous le savent, les peuples autochtones au Canada vivent une renaissance, un renouveau depuis 10-20 ans. Et vous voyez que nos communautés sont à reprendre nos traditions alimentaires. La chasse, par exemple, nous avons des chasses communautaires où tout le monde va à la chasse à l'orignal et donc ramène l'orignal pour la nourriture communautaire. Et nous avons aussi la pêche ASR et
donc la pêche à des fins alimentaires, sociales et rituelles qui avait été testée et déterminée par la décision Marshall. Et j'espère que le Canada peut comprendre que nous ne prenons que ce qui est à nous. Suivante. Et donc, reprendre nos traditions alimentaires. On poursuit donc notre tradition de cueillette. On prend par exemple les fougères au printemps et en été, on va aller cueillir nos petits fruits, nos cerises à l'automne, l'accord. Aussi, c'est une photo que j'ai prise de la racine d'accord et on va aussi récolter le thé des bois avant la tombée des grandes neiges. Et ces activités nous permettent de maintenir le lien avec la terre dont nous sommes les gardiens. Donc, nous réclamons, nous reprenons ces traditions alimentaires suivantes. L'agriculture de petite échelle, la permaculture, les jardins avec les 3 sœurs. Il y a des chaînes agrofruits et on m'avait parlé de cette plantation d'arbres. Et c'est vos ancêtres, ils ont dit, qui avaient mis cela là. Et j'ai dit, comment est-ce que vous le savez? Comment est-ce que vous savez ça? Eh bien, parce que les chênes agrofruits, ça c'est environ à 1500 km au nord de leur habitat naturel. Donc, cette plantation a été faite par nos ancêtres parce que ces arbres sont assez vieux. Avant la colonisation, c'était avant la colonisation, c'est bien évident. Et donc, moi, j'avais toujours mangé les glands, la farine, la moulée de ces glands et je les faisais cuire pour enlever les tannines. C'est ma mère qui me montrait à faire de la farine des glands. Et on a aussi une tubercule que l'on peut, Scilapios d'Amérique. On les trouve le long des rivières et ça s'appelle en Nouvelle-Écosse Shubenacadie. Ça veut dire où, en fait, ce terme-là, Shubenacadie, que l'on connaît, c'est où poussent les apios d'Amérique. On a aussi les noisettes, le fruit aussi du noyer cendré. Et donc, on a des communautés qui sont en train d'établir des jardins aux 3 sœurs partout maintenant. Et ça a changé. Donc, comme vous voyez dans ce graphique, vous voyez la prévalence du diabète. Et c'est surtout les femmes autochtones qui sont durement frappées par cette maladie. Ça, c'est à cause de notre régime alimentaire. Nous devons manger davantage de nos aliments traditionnels. Vous vous souvenez quand vous parlez du biologiste qui utilisait des isotopes stables de la nature pour les barrages de poissons. Bon, ces isotopes nous permettent de voir ce que nous sommes en train de manger. Et c'est que les aliments que nous mangeons, bon, nous avons des marqueurs génétiques dans notre ADN pour ces aliments. Donc, nos corps savent quoi faire avec ces aliments. Quand on mange des choses comme les sucres raffinés, les farines raffinées, eh bien, nos corps ne savent pas quoi en faire au juste. Et donc, on a une prévalence assez élevée du diabète. Et donc, nous devons explorer les coûts écologiques de ces systèmes alimentaires colonisés. Regardez encore là le graphique à tarte. Vous voyez que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, plus puissant que le CO2. Et le méthane est un produit de l'agriculture, mais aussi un sous-produit de l'industrie des combustibles fossiles. Regardez ces grands parcs d'engraissement.
C'est horrible comment ces animaux sont traités. Et la quantité de méthane qui a été mise par ces vaches qui n'ont jamais vu de l'herbe. Voilà donc le coût écologique et culturel de ces systèmes alimentaires colonisés. Et les coûts encore des coûts écologiques, les forêts sont de grands puits de carbone et ces arbres donc vont prendre le CO2 de l'environnement, vont le garder dans leurs racines et ces coupes à blanc qui se poursuivent sont une énorme erreur. Nous faisons encore ces erreurs et il faut arrêter. Suivante. Ça, c'est les prévisions des prix alimentaires de l'année dernière et on parle ici d'une hausse de 3 à 5 qui est occasionnée par les prix de la main-d'œuvre dans le secteur alimentaire, les coûts, la hausse de l'agriculture. Dans la vallée centrale de la Californie, bon, il y aura une sécheresse pendant le mois à venir et donc il y a des problèmes, des goulots d'étranglement aussi en matière du transport et la demande élevée, la demande accrue chez les consommateurs parce que pendant la pandémie, on ne pouvait pas aller au restaurant, les gens cuisinaient chez eux. Et donc, ça a fait en sorte que le coût des aliments a augmenté. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut manger davantage d'aliments chassés, apprendre à chasser, manger plus de viande locale pour les gens qui ne font pas la chasse ou si vous êtes végétarien, bien, vous pouvez cueillir des aliments sauvages, par exemple les tubercules, les petits fruits, le riz et les glands. Parce que je vais parler un peu de cela davantage parce que je veux parler de la cueillette éthique. Présentement, nous sommes face à ce renouveau culturel des peuples autochtones m'a amené à donner des leçons à beaucoup de gens sur comment trouver ces aliments sauvages, comment les traiter, comment les préparer. Et j'ai reçu beaucoup de demandes des peuples, des allochtones aussi, et je ne donne pas ces informations aux allochtones parce qu'il faut d'abord donner ces leçons aux autochtones, surtout maintenant à cause de la demande. Je vous mettrai en garde contre la surrécolte, la surcueillette qui serait un détriment pour l'environnement. Et présentement, les peuples autochtones sont à réapprendre ces traditions et reprendre ce patrimoine et sont à réapprendre ces compétences qui ont été perdues et aussi dont ils ont été privés. Nous n'avons on ne nous a pas empêchés d'aller sur le territoire pour aller faire la cueillette et on a été donc induit vers le système occidental. Ce que l'on peut faire, c'est d'acheter des aliments entiers et essayer de ne pas manger des aliments transformés. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il pensait qu'il mangeait sain parce qu'il lit les étiquettes. Oui, d'accord, mais ce n'est pas très sain, j'ai dit, parce que les aliments entiers n'ont pas d'étiquette. Ils ont dit, bonne idée. J'ai dit non, vous n'allez jamais trouver une étiquette sur une pomme, alors ou sur une navette ou sur une courge butternut. Donc, il faut acheter localement. Il faut aussi apprendre à produire. Plusieurs personnes n'ont pas accès à un jardin, mais n'importe qui peut avoir une plante de tomates dans dans un pot, là, même les tomates cerises, ça va réduire la demande dans le marché. Donc, je vous incite à chercher des gens qui produisent de la viande, manger les œufs locaux, produisez aussi des poulets si vous êtes capable. Et je pense que, bon, ça, c'est des
C'est une chanson de la danse du maïs vert. Plusieurs personnes ne savaient pas que l'on n'avait pas qu'on avait du maïs ici. Ce n'était pas le maïs sucré, mais c'était une autre sorte de maïs, le maïs corné. Et donc, on ne peut même pas acheter et qui donc se conservait pendant l'hiver et on le traitait par un processus que l'on connaît maintenant comme la nixtamalisation qui permettait donc de produire un maïs plus un maïs lessivé qui était plus digestible. Et nous avons nos propres variétés de maïs aussi, Wabanagi, donc des variétés qui ont été trouvées récemment depuis 50 ans. Et à gauche, bon, toutes ces variétés ont trouvé de nouveaux noms, des noms européens. Et j'espère qu'un jour, nous pourrons inventer nos propres noms. Je n'appelle pas ça le Callus Flint, j'appelle ça donc le maïs corné Wabanagi. C'est la variété que je préfère. J'aime aussi la variété Wabanagi Rose. C'est un maïs plus doux qui se prête bien à la farine. Une variété suivante, s'il vous plaît. On a aussi les haricots Wabanagi, c'est des variétés. Vous voyez ici, par exemple, le Vermont Cranberry, le True Cranberry, et moi, je vois souvent le Jacob's Cattle. Ce sont nos variétés. C'est les variétés des ancêtres Wabanagi. Donc, allez chercher un sac au marché et plantez-les. Nous avons des courges aussi. Celui-là que moi je préfère n'est même pas là en fait, mais c'est la butternut, le courge butternut. Les courges, c'est tout comme le maïs, il y a beaucoup de cross-pollination. Mais la courge butternut, les graines vont produire une véritable butternut à partir de la graine. Alors, mais nous avons plusieurs courges et citrouilles ici aussi. Prochain diapo. Alors, poussez votre propre nourriture. Voilà une belle image à la droite de la Wabanagi Rose. Quelle belle plante de blé d'Inde. Et celui-là à gauche, c'est des fèves orca. Certains les appellent des yin-yam. Délicieuses. Moi, je pouvais pousser ceux-là aussi. Prochaine diapo. Et bien sûr, sauvez vos graines. Des graines sont faciles à sauver. Pas difficiles du tout. Des graines de maïs, il faut isoler les plantes quand même. Ainsi que les citrouilles, si vous poussez quelque chose autre que la butternut. Mais voilà une connexion des plantes, de plantes que j'ai poussées il y a quelques années. Je fermentais les plants de tomates pour les réserver pour la prochaine année. Et bien, ce qui est le plus important, prenez bien soin les uns des autres. Je pense que c'est ça la leçon que moi j'ai tirée des aînés plus qu'autre chose. Il y avait un moment où, et ça se passe encore dans nos collectivités, c'est fort et ça se renforce. On prenait soin les uns des autres. On soignait même les enfants des autres. Parce que les parents n'étaient pas en mesure de donner à manger à ces enfants-là. Et je pense que c'est très important quand on se rappelle de cela. En tant qu'être humain, on a vraiment besoin de prendre soin les uns des autres bien davantage. Et moins impliqué dans cette notion d'une société égoïste, où c'est toujours nous. Moi. Bien sûr, il faut prendre soin de soi-même avant de prendre soin des autres. Oui, s'il vous plaît. Mais lorsque vous êtes en mesure de prendre soin des autres, c'est important de le faire. Alors, merci bien. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je pense si vous avez des questions, je peux maintenant répondre à vos questions. Oui. Wow, un grand merci, Cécilia. Ce fut incroyable. Nous avons du temps pour les questions.
Nous avons environ 10 minutes. Please feel free to ask Alors, in the chat. veuillez bien poser des questions dans le chat et je traduirai s'il y a lieu. It's really deeply moving knowledge to share with us. Vous avez transmis des connaissances qui nous ont beaucoup touchés. C'est tout un honneur que vous puissiez partager Be really vital, et je pense que ce sera vital for our essentiel à nos actions alimentaires communautaires à l'avenir, d'intégrer cette dimension dans tout notre travail. Sincère, merci. You're very welcome. De rien. Don't hesitate with your questions. N'hésitez pas si vous avez des questions. All right, we have a question from Oui, nous avons une question de Jennifer. So Jennifer's asking, I'd like to know if there Je voudrais savoir s'il y a des parcs d'engraissement au Nouveau-Brunswick à votre connaissance. I don't know of any. Je sais pas, j'en connais pas. Je pense que la plupart sont dans l'Ouest. We don't need them. On n'en a pas besoin ici. Nous avons tellement de beaux, d'excellents fermiers qui élèvent des bétails de façon locale dans des petits troupeaux. But no, I don't think. Non, je pense pas qu'il y en ait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait s'il y en a? Peut-être que ça existe, mais je pense pas. What's really sad is Ce qui est vraiment triste, c'est qu'au Brésil, they're burning the Amazon. ils sont en train de brûler l'Amazone pour élever du bétail. I would be cautious too in this story. Je ferai preuve faites attention, faites gaffe lorsque vous êtes dans les magasins. Vous obtenez votre viande d'où? Des pays comme le Brésil ont exporté leur viande vers l'Amérique du Nord parce que l'Amérique du Nord a une telle faim pour la viande. You know, just to Euh, pour en parler brièvement, il y a une fausse conception des aliments autochtones. J'ai vu des chasseurs qui ont des végétariens, c'était un mot pour mauvais chasseurs. En fait, les peuples autochtones, la plupart de leur protéines viennent des noix et des fèves. C'est pas de la viande. La viande, c'est un luxe, quelque chose qu'on mangeait parfois. On ne mange pas de la viande tous les jours. we have another question. Nous avons une autre question de Jeanne d'Arc que je vais traduire selon mon possible. Comment est-ce que comment est-ce que vous améliorez? Je suis pas un interprète professionnel. Comment est-ce que vous améliorez vos sols après avoir cultivé, après la culture? Moi, j'ajoute du compost. Moi, j'ai des poules. Alors, je vais tenir des fumiers compostés de poules. C'est ça le moment. Alors, je creuse. J'enlève les anciennes plantes et là, j'applique une couche supérieure de compost et de fumier par-dessus. Je sais qu'il y a plusieurs, on parle beaucoup que les ancêtres enterraient des poissons avec le maïs lorsqu'ils faisaient les piles. Ça se fait aussi. Pas tout le poisson. J'utiliserai que les éléments que vous n'allez pas manger, les entrailles, les écailles, peut-être la tête si vous n'allez pas en servir pour faire une soupe. Ces choses-là, les matières organiques qui doivent revenir vers le sol. Il y a quelqu'un qui pose la question. Je suis curieuse. Comment avez-vous traité la colère à l'endroit des colons? Je suis tellement impressionné de l'accueil des peuples autochtones à l'endroit des autres. Ah, oui. Je pense que cela fait partie de notre culture. Nous cherchons à comprendre que nous maintenions qu'on reste honorable, nous donnerons les traités, nous comprenons que nous avons signé les traités
avec la population des colons. Alors, je dis toujours à tout le monde, on attend qu'eux deviennent honorables et qu'eux, ils honorent les traités et qu'on va adopter la bonne voie jusqu'à ce que c'est le moment qu'ils s'en rendent compte. J'ai été encouragé. Nous avons vu, c'est malheureux que les cadavres des enfants ont dû être découverts afin que que les Canadiens s'ouvrent l'esprit et leur cœur à la notion même de la réconciliation et à cette notion. On voit beaucoup de mouvements de retour de terre où des propriétaires non autochtones redonnent le territoire aux peuples autochtones. Ils ont plusieurs domaines au Nouveau-Brunswick qui ont été retournés aux peuples autochtones. C'est pas une colère avec les gens d'aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui était vivant aujourd'hui. Ce sont nos ancêtres collectifs qui ont pratiqué ce comportement-là. J'espère que cela puisse répondre à votre question. Merci. Une autre personne, est-ce qu'il y a actuellement des forêts alimentaires autochtones qui sont plantées à Wabanaki? Ah oui. Nous avons en ce moment, il y a des collectivités qui plantent des forêts alimentaires. Je dis des collectivités, c'est des réserves finalement. Alors, ils plantent des forêts alimentaires. Il y a une forêt alimentaire qui sera installée au Jardin botanique à Fredericton. Là, nous avons également le Jardin de guérison Wabanaki. Et je suis en partenariat avec certaines personnes à Hayes. Et nous commençons une forêt alimentaire et un jardin alimentaire, disons, à Keswick Ridge. Il y a 4 arpents afin qu'on puisse faire la rotation des cultures. Il y a un arpent de maïs traditionnel, un arpent de légumes, un arpent de bétail et le 4e sera pour en faire la rotation. Et il y aura la forêt alimentaire qui va entourer le périmètre et entre les 4 arpents. Le sol est divisé en cadrans, un peu comme la roue de la médecine, finalement. Nous avons une autre question. Est-ce qu'il y a des entreprises qui vendent des semences traditionnelles que vous avez mentionnées ou des gens qui sauvent des graines, des semences qui partagent? Oui, il y a des entreprises qui les vendent. Je dirais ceci de façon aussi délicate que possible, mais je voudrais bien qu'ils reconnaissent que ce sont nos graines quand même, nos semences. Il y a une seule entreprise qui reconnaît non seulement que les semences viennent des collectivités autochtones. Ils ont établi un fonds pour redonner aux collectivités lorsqu'ils vendent ces semences-là. Cette entreprise-là était aux États-Unis, au Maine. Ça s'appelle Fedco, F-E-D-C-O. Et lorsque vous accédez à leur site web, vous verrez graines semences autochtones, des collectivités locales, ainsi que des semences qui pourraient être d'un peu plus loin, mais c'est reconnu, c'est tellement beau. Je suis fort impressionné de la façon que cette entreprise-là mène ses affaires. Nous avons quelques autres minutes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez également ouvrir votre micro si vous voulez préférer parler plutôt que de faire le daclo. Je vais raconter une histoire du temps que les gens y pensent. En 2018, j'ai pris la décision de laisser ma position comme directrice de recherche de Wildblugyan. J'ai toujours eu une passion pour la nourriture. Et il y a plusieurs années, mon père m'a dit comment on faisait du maïs lessivé avec du maïs, comment on faisait ça à partir du maïs vitré. Je voulais trouver le maïs de nos ancêtres. J'avais un bon sentiment qu'il doit y avoir des fermiers qui poussent un maïs quelque part. J'ai fait un tas de recherches. Et un beau jour, j'étais en Maine. Je cherchais mon fils de l'aéroport. J'ai arrêté pour
un repas, sur mon téléphone, je me suis mis à voir s'il y avait quelqu'un au Maine qui avait sauvé ces semences-là. Et j'ai retrouvé un fermier qui avait un article à son sujet et comment il faisait pousser le maïs vitreux Wabanaki. Alors, je l'ai retrouvé en ligne. J'ai trouvé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Il n'était pas là. J'ai laissé un message. Je lui ai dit que j'étais intéressé à voir le maïs Wabanaki. J'ai été chercher mon fils. Et ce soir-là, il m'a appelé. Il m'a dit comment il pousse ce maïs. Il y avait des fermiers dans les États du Maine qui avaient isolé cette forme de maïs de pousser spécifiquement afin de garder cette variante de maïs vivante. Ça m'a étonné. C'était tellement encourageant d'entendre. Voilà, c'était des fermiers non autochtones qui étaient tellement préoccupés de la survie de ce maïs qu'ils étaient en train de pousser. Et l'un des fermiers que j'ai fini par rencontrer, s'appelait une notre conference, notre conférence sur le maïs. Je l'ai rencontré. Il poussait la semence pour Fedco, pour le maïs vitreux Wabanaki. Je suis devenu ami avec lui, il m'a donné un tas de graines et c'est comme ça que moi j'ai commencé mes sections de maïs. C'est à partir de ces semences. Incroyable, pas bien loin. Oh non, non, pas du tout. Ah oui, c'est intéressant aussi. Le plus grand groupe de gens qui poussent la plupart de notre maïs, ce sont les réfugiés somaliens qui habitent dans l'État du Maine. Parce qu'ils ont dit que le maïs vitreux Wabanaki, c'était le plus près de leur maïs de chez eux. Wow. Il y a une autre question dans le chat. Avez-vous des recommandations de livres de recettes en ce qui a trait aux recettes autochtones traditionnelles? Ah, bon. Traditionnel, c'est pas une sorte de cuisine fusion, parce qu'il y a plusieurs, à cause de cette renaissance, il y a quelqu'un qui s'appelle le sous-chef, S-I-O-U-X, il prend des méthodes modernes et avec des ingrédients autochtones, il les a fusionnés et il a créé un livre de recettes, ça s'appelle le sous-chef. Ça se trouve probablement, je pense qu'il est sur YouTube aussi. Vous pourrez voir comment il fait de la cuisine. Ah, j'ai vu quelque chose en ligne. C'était Anishinaabe, Eating with the Seasons. C'était la façon il repasse à toutes les différentes saisons, les différentes plantes qu'ils poussaient. Ils ont des recettes. Je pense que c'est sur le format PDF. Et les Anishinaabe aussi, ils sont des Wabanaki. Ils parlent de cela. Nous sommes Wabanaki. Et nos origines étaient dans l'Est. Et là, nous avons quitté l'Est lorsque les Européens sont venus pour les fuir. Et la prophétie qu'ils suivaient, c'est qu'ils devaient aller vers l'ouest jusqu'à ce que vous trouvez de l'eau qui pousse sur l'eau. Et là, ils sont dans les Grands Lacs. C'est probablement les mieux connus pour la culture du riz, la cueillette du riz sauvage. Sur Ducks Unlimited, j'ai fait du travail avec eux depuis quelques années sur le maïs vitreux, de la soupe au maïs, un pain au maïs avec les glands. Peut-être que je pense que mes recettes y sont, soit sur la page Facebook, j'oublie où. Merci. J'ai pris note de cela et on va chercher obtenir autant des
liens et des recommandations dans notre envoi à la fin de la semaine. Comme ça, on peut s'entraider sur comment on peut garder ces ressources-là. Et je voudrais également proposer ceci aux gens qui écoutent. Si votre famille était impliquée dans l'agriculture et que vous avez poussé une variété d'aliments, les maïs, les fèves ou les courges, et vous avez encore ces graines-là, je serais intéressé à avoir des échantillons. Moi, je suis gardien des semences. Je sauve les semences, je les pousse et je les partage avec la collectivité. C'est fort apprécié ou si vous connaissez quelqu'un. Ce sera fort apprécié de ma part que ces graines-là reviennent vers nous. Lovely. I think we have time for one last question. It might be a big one, so you choose how much you want to expand on it. But someone is saying, I'd love to hear about how the Indigenous people welcomed and helped. Ont accueilli les Acadiens et à quel point la relation est différente avec les Acadiens plutôt que les colons anglais. Cette personne a dit, j'ai grandi au Nouveau-Brunswick, mais cette partie-là de l'histoire n'était pas enseignée dans les écoles. Ah, oui. Tout d'abord, je vais commencer en disant avec ce que j'ai appris des aînés au sujet des Acadiens. Lorsque je rencontre des personnes acadiennes, je leur demande s'ils connaissent l'origine du nom. Qu'est-ce qui fait qu'un Acadien soit Acadien? C'est quoi un Acadien? Alors, j'ai entendu plusieurs choses et dit, ça vient de la montagne ou autre chose. Mais les aînés Mi'kmaq m'ont dit, Egadi, le mot Egadi veut dire la place de, la place d'où. Avant, quand j'ai parlé Sibeganegadi, c'est-à-dire Shubenacadie, ça signifie la place où les groundnuts poussent. Alors, les Mi'kmaq ont nommé Egadian parce qu'ils ont fait une distinction entre les Acadiens, parce que les Acadiens, c'était les personnes qui parlaient français d'ici, plutôt que les Français d'ailleurs, c'est-à-dire en France. Alors, ils faisaient la distinction en les nommant les Acadiens. La relation au début, comme on voit avec Jacques Cartier, c'était hostile. Ils ont fait des tirs sur des coups de feu à l'endroit des Mi'kmaq sur la baie des Chaleurs. Mais comme les Britanniques sont arrivés lors de l'expulsion, il y a eu plusieurs relations qui ont été nouées. Et avant cela aussi, ça c'était l'objectif de faire venir tellement des hommes français. Ils voulaient qu'ils marient des femmes autochtones. Alors, plusieurs des maris ont marié ou des Français. Là, ils sont devenus Acadiens plus tard. Mais leur relation, c'était des relations de parenté finalement. Et là, cela a changé lorsque les Britanniques se sont mis chercher à écarter les Acadiens et de prendre des terres autochtones. Les Wodastokwe et les Mi'kmaq ont aidé en cachant les Acadiens, les protégeant d'enlever. Ainsi, ce fut une bonne relation. Mais jusqu'à ce stade-là, et là, je pense que lorsque les Français se sont mis à combattre les Britanniques, c'était clair qu'ils se combattaient non pas pour protéger les terres pour les peuples autochtones, ils se battaient afin qu'eux puissent avoir les terres. Est-ce que cela est une réponse à la question? Très bien, oui.